Merci à tout le monde de vous être rendu présent pour cette conférence autour des super pouvoirs que va permettre le no-code dans votre équipe. Aujourd'hui, donc, je serai votre speakerine qui alimentera donc, la table ronde. Moi, pour me présenter très rapidement, donc, je suis Ophélie de Jésus, je suis la directrice administrative et pédagogique d'Aléria Academy. On va en fait s'organiser autour de 3 tours de table. Et à chaque fois, donc, je présenterai certaines idées, certains aspects sur lesquels je ferai rebondir nos 2 experts d'aujourd'hui, qui sont Thomas Bonenfant et Fakosa Konaté, que je laisserai s'introduire. Et ensuite, à chaque tour de table, je vous laisserai prendre la parole si jamais vous avez des questions, des sujets que vous voulez approfondir ou même alimenter le débat. Et bien, je vous laisserai la parole à chaque tour de table. Thomas, je te laisse te présenter à la salle. Ça marche, merci Ophélie. Bonjour à tous. Donc, moi c'est Thomas, je suis un des 3 cofondateurs d'Alegria. Avant Alegria, j'avais monté 2 autres entreprises, une dans le secteur du vin, une autre dans le secteur du e-commerce. Puis j'ai découvert le no-code justement à travers cette seconde aventure entrepreneuriale. Une fois qu'on commence à toucher à ces outils de code, derrière, c'est difficile d'en sortir. Et donc maintenant, chez Alegria, je suis directeur des opérations et je suis plus particulièrement à l'initiative de l'Alegria Academy que je dirige encore aujourd'hui. Et Fakosa. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Fakosa Konaté. Donc, je suis développeur Bubble expert depuis 2 ans que je travaille dans une agence, Teamso, peut-être que vous en avez entendu parler. Et depuis quelques temps maintenant, je donne aussi des cours à Alegria. Et justement, je me sers de ce parcours en tant que professionnel, que technicien au sein d'une agence. Et ça, c'est très important. C'est là-dessus que je me base justement, sur cette expertise dans une agence avec des process professionnels pour pouvoir apporter ça, pour pouvoir permettre justement aux étudiants d'évoluer avec des méthodes qui sont un peu plus axées sur ce qu'on demande maintenant dans les entreprises pour les développeurs Bubble. Voilà. Merci. Je vous propose de commencer notre premier tour de table autour du sujet qui est donc qu'est-ce que ce métier de no-code maker et en quoi en fait est-ce qu'on peut dire que c'est un métier émergent. Avant de poser nos questions aux experts et à vous-même aussi, je vous propose des petits éléments de contextualisation. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs études qui tendent à prouver et qui affirment, dans la dernière étude, on a Lionel Valchieri qui l'affirme aussi, on a aujourd'hui à peu près 0,3% de la population mondiale qui sait coder. Ce qui du coup représente une toute petite minorité de cette population mondiale. Avec les outils no-code, on a une accessibilité pour les utilisateurs qui sont non initiés au langage informatique et qui vont pouvoir donc créer des applications sans en fait écrire une seule ligne de code. Et on peut dire à ce titre qu'on vit une petite révolution, celle en fait de la démocratisation réelle du numérique, puisque sans connaître le langage informatique, on peut du coup désormais, grâce aux outils no-code, développer dans le monde, créer dans le monde digital. Aujourd'hui, on a tendance, nous, à définir en fait, le secteur, essayer d'ordonner un peu tout ça en donnant des définitions, et on définit 2 catégories. On a les citizen makers, c'est la catégorie qu'on ne parlera pas vraiment, dont on n'abordera pas vraiment le fond du sujet aujourd'hui autour de ces tours de table, mais qui méritait d'être dite, c'est-à-dire c'est la catégorie de la population qui se sert des outils no-code, mais sans but professionnel. Et à côté de cette première catégorie, on a les no-code makers professionnels qu'on définit un peu comme des véritables en fait géotrouve-tout en entreprise. Ils vont à l'aide d'une palette assez large d'outils no-code que peuvent être Airtable, Make, Bubble, je ne vais pas tous vous les citer, qui sont capables en fait de créer des sites web, des applications, d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, etc. Ce métier présente énormément de similitudes avec le métier de développeur web traditionnel, mais là où il va s'en éloigner, c'est que effectivement le maker va être au cœur de la création de solutions digitales,
mais encore une fois, il va développer sans coder. Ce ne sont pourtant pas des métiers qu'on va mettre face à face, mais bien codés, puisque le maker va développer donc, plein de types de solutions digitales, telles que les applications mobiles, des sites web, comme on vient de le dire, des proof of concepts, des MVP, plein d'éléments différents, mais il va aussi, et là c'est intéressant, il va être à l'écoute dans tous les services d'une entreprise, il va être à l'écoute métier. Il va fabriquer sur mesure des outils qui vont servir pour toutes les équipes de n'importe quel service d'une entreprise à gagner en efficacité, de gagner du temps et d'organiser la gestion des tâches. Ils vont aussi permettre aux développeurs traditionnels en fait, de délaisser une certaine partie de leur mission, telle que par exemple développer un site ou une application mobile, et ça permettra aux développeurs traditionnels de s'atteler en fait sur des technologies qui sont plus avancées, par exemple l'intelligence artificielle, le machine learning, le AR, VR, etc. On pourrait en citer plein d'autres choses. Le maker aussi va permettre de désengorger la backlog de la DSI parce que parfois et même souvent, la DSI n'a pas le temps de traiter toutes les demandes entrantes, de faire une analyse aussi des besoins de chacun des services. Et du coup, le maker va être force de proposition en étant à l'écoute des métiers, des services. Et il va aussi permettre de limiter le shadow IT. Suivant les plateformes, les outils que le maker va décider de prendre en main, sur lesquels il va se perfectionner, il sera capable de prototyper, tester, itérer sur de nouveaux projets. Il va pouvoir améliorer la productivité des employés et leur bien-être au travail. Il va pouvoir aussi étendre le marché des entreprises. Et c'est pour ça que, à notre sens, le métier de no-code maker est un poste clé qui va permettre à l'ensemble de l'entreprise un gain de temps, comme on l'a déjà dit, d'éliminer les tâches à faible valeur ajoutée, d'automatiser des nouveaux process et de permettre de rester à l'entreprise, qu'elle soit concentrée sur, premièrement, la croissance et deuxièmement, le bien-être au travail. Donc, selon nous, pour rester compétitifs, les entreprises doivent être à l'affût de ces profils que sont les makers et qui sont familiers avec les outils no-code, et elles-mêmes, les entreprises, s'intéresser de près aux évolutions du no-code. Donc, après cette introduction, je vous propose de laisser la parole aux experts et les interroger sur leur vision aussi de ces éléments. J'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a amené au no-code ? Alors moi j'ai un parcours assez atypique, puisque en fait, déjà j'ai commencé dans une école de cinéma, donc rien à voir, et j'ai commencé à travailler donc, dans l'audiovisuel, et en 2012 jusqu'à peu près en 2020, je suis parti en Afrique pour construire une ferme. On ne peut pas faire plus éloigné pour l'instant du no-code. Et pourtant, en fait, c'est grâce à ça, c'est grâce à cette expérience justement en Afrique, à discuter avec mes collègues qui étaient aussi éleveurs de volailles, et puis à discuter avec que ce soit des vétérinaires ou des fournisseurs de nourriture à l'étranger. J'ai commencé à comprendre des problématiques et à avoir l'envie de fabriquer des applications pour pouvoir aider les éleveurs là-bas et puis pouvoir essayer de développer quelque chose. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais faire une application. Et sauf que j'y connaissais rien. Moi, Excel, c'était peut-être la seule chose que j'utilisais à l'époque. Donc c'est pour vous dire. Et en fait, en faisant ça, donc j'ai commencé à m'intéresser pour pouvoir faire un devis. J'ai commencé à faire des cahiers des charges, des choses comme ça. Je me suis un peu plus intéressé aux bases de données, puisque moi, toute l'application que je voulais au final réaliser, c'était au final récolter des données pour pouvoir recouper des informations et pouvoir transmettre des valeurs comme ça. En fait, c'est comme ça que j'ai été plongé petit à petit, puisque quand j'ai fait des devis, on me donnait des devis à 50 000 €, je me suis dit que pour un petit fermier africain, ça n'allait pas être simple de fabriquer ça. Donc finalement, je me suis dit, est-ce que je peux le faire moi-même ? Et c'est en ayant cette pensée-là que finalement, j'ai commencé à prendre l'existence
de plusieurs outils no-code. Donc moi j'ai commencé avec Google Sheet, avec Zapier, avec Airtable. C'était vraiment les 3 outils que j'avais au départ. Et j'ai commencé à faire ma petite application. Finalement, j'ai même réussi à faire un prototype d'application sur Google Sheet, ce qui m'a permis en fait de pouvoir avoir un prototype, quelque chose à montrer et à faire tester aux éleveurs. Alors j'étais super fier de ça, j'étais super content. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire une idée de start-up et je suis revenu en France pour ça. Sauf que là, là il y a eu le confinement, j'ai dû rester ici et puis donc voilà, il a fallu que j'essaie de me reprendre parce que je ne pouvais pas retourner en Afrique à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire travailler les éleveurs africains sur un prototype qui était fait sur Google Sheet parce que c'était un peu compliqué. Et finalement, je me suis dit, bon, comment je peux me réorienter, comment je peux retrouver ma place ici. Et en fait, là, je suis tombé sur Bubble grâce à Lucien d'ailleurs, de chez Allegria, qui m'a montré Bubble, comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre les mains dedans pour commencer à faire mon application. Et là, ça a été une révolution. Et depuis, je n'ai pas quitté Bubble. Alors voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Bubble. Merci pour ton retour. Et Thomas? Non, mais c'est assez intéressant parce que je pense que finalement on part tous de la même frustration en réalité. En tant qu'entrepreneur, on a souvent envie de créer des produits et on se retrouve finalement confronté à cette problématique de dire j'ai pas forcément les connaissances, j'ai pas forcément l'expertise pour réussir à développer ces produits. Et c'est comme ça, moi, que ça s'est produit aussi. Lors de cette seconde expérience entrepreneuriale, justement, j'ai commencé à chercher un développeur. Pareil, je n'avais pas énormément non plus de budget, parce que c'est sûr que quand on se lance, on n'a pas forcément 50 000 euros à investir. Finalement, je suis parti sur un stagiaire, ce qui était la pire idée. Hein. Je vous déconseille vraiment de faire ça. Ça a duré 2 mois, et puis au bout de 2 mois, rien ne sortait. Et finalement, j'ai fini par prendre un freelance, donc là en dev. À l'époque, je ne connaissais pas encore le no-code. Et puis, j'ai entendu parler à un moment d'un outil qui s'appelle IFTTT, qui en fait est un outil d'automatisation. Alors maintenant, il existe toujours, hein, mais c'est pas le plus connu, je dirais, des outils d'automatisation. Et de recherche en recherche, ça m'a amené vers un autre outil qui s'appelait Integromat, puisque maintenant ça a changé de nom. Ça s'appelle Make. On dirait que je parle de quelque chose qui était il y a longtemps. En fait, c'était il y a à peine un an, quoi. Donc voilà. Et en fait, cet outil-là m'a permis à la base d'automatiser tous les process que j'avais justement dans cette boîte-là. Quand le confinement est arrivé, pareil, on a dû aussi couper un petit peu les coûts. Donc on n'avait plus forcément toute la main-d'œuvre qu'on avait au début pour pouvoir réaliser ces opérations qui étaient parfois un petit peu fastidieuses aussi. Et la boîte a quand même pu durer finalement pendant encore un an, alors qu'en réalité, on n'était plus que 2 dedans. On y passait 1 heure par mois. Et alors tout ça, alors que j'avais vraiment aucune vraiment expérience de développeur. Je me suis dit à ce moment-là, c'est fou quoi, ce qu'on peut faire sans avoir quelque part aucune connaissance technique réelle. J'avais quand même travaillé un petit peu avec des développeurs, donc je savais de quoi il s'agissait. À ce moment-là, j'ai rencontré donc, mes 2 associés, Christelle et Francis. On a commencé à se dire, tiens, le no-code, c'est assez cool. On avait tous les 3 eu des expériences un petit peu différentes avec les outils no-code. On a rencontré un premier client, un premier prospect, avec lequel on a parlé. On lui a dit, tu veux faire une application. On pense que ce que tu veux faire, c'est réalisable en no-code. On n'en est pas encore certain. Si on n'y arrive pas, de toute manière, on te rembourse. C'est comme ça qu'on a commencé finalement à bosser sur les outils no-code. Donc là, au début, c'était avec Airtable, Make, Webflow. Donc on combinait les 3. Et puis, quand tu commences à tirer finalement la ficelle, tu vois qu'il y a de plus en plus de possibilités en fait avec ces outils-là. Et tu te rends compte finalement que les limites, avant de les atteindre, quand même, ça prend quand même un petit bout de temps. Donc ça, c'était vraiment à ce moment-là qu'on a eu aussi un peu cette révélation. Hein. C'est vrai, je pense qu'on l'a aussi tous eu. Et puis ensuite, on a enchaîné sur 3 autres clients. Et puis là, on s'est dit, c'est dingue, aujourd'hui, les outils no-code permettent peut-être de faire 80-90% de ce que fait un dev traditionnel. Tout ça sans aucune compétence de développeur. Alors évidemment, je pense qu'on va aussi y venir après. Si on regarde les applications qu'on a créées à l'époque, à mon avis, j'avais pas envie de les regarder parce que ça devait être construit n'importe comment. Mais bon, in fine, ça fonctionnait et ça permettait de délivrer la valeur. Et donc, Mais ouais, et justement par rapport à ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous recommanderiez vous à
les entreprises en fait qui s'intéressent au no-code, comment se lancer, par quelles seraient vos recommandations à l'aune de vos expériences? Peut-être que je peux prendre cette question-là. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce qui est assez compliqué aujourd'hui dans le no-code, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'outils. Aujourd'hui, nous, typiquement, on a recensé à peu près 700 outils no-code, et je pense qu'on ne les connaît pas tous. Chacun a aussi une fonctionnalité bien définie, ou en tout cas une fonction principale qui est bien définie. Et en tant qu'entreprise, je pense qu'avant de se lancer finalement dans le développement en no-code, il faut aussi se poser la question de voilà, pourquoi on souhaite faire du no-code, quelle est à un moment T effectivement l'application qu'on souhaite avoir avec cet outil, mais aussi se projeter un petit peu et se dire comment je vois aussi l'évolution de cet outil chez moi demain. Donc évidemment, la meilleure manière aussi pour pouvoir débuter là-dessus, c'est de se faire accompagner, c'est certain, pour justement identifier quel est l'outil le plus adapté à mon cas d'usage, et puis derrière commencer, alors si on a le temps évidemment, à commencer à toucher à ces outils-là, ou éventuellement recruter des personnes qui pourraient justement avoir quand même des compétences sur ces outils. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions, réagir à ce premier tour de table, à ces premiers sujets qui ont été abordés? Oui. Hélène de Théodo. Salut. Très intéressant, salut. Je voulais savoir, donc tu dis qu'il y a 700 outils no-code qui existent, je suppose que vous êtes plutôt sur quelques-uns. Est-ce que ta shortlist, elle se réduit de jour en jour? Est-ce que maintenant tu es bien calé sur, je sais pas, 3-4 outils que tu utilises tout le temps? Est-ce que vous continuez à en ajouter des nouveaux? Et lesquels? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, nous, on a un positionnement où on s'est dit qu'on voulait rester quand même agnostique par rapport aux outils. Donc déjà, on va prendre aucune commission de la part des éditeurs ou quoi que ce soit, de manière à rester complètement indépendant. Ça, je pense que c'est un premier élément qui est très important. Et après, c'est vrai que parmi les 700 outils, on ne maîtrise pas les 700. Mais on a la chance d'avoir, donc côté Allegria Network, à peu près 200-250 makers professionnels qui ont chacun aussi une expertise. Au total, je crois qu'on avait mis bout à bout justement tous les outils qui étaient maîtrisés par cette communauté. Ça représentait quand même un peu plus de 100 outils. Donc ça fait déjà pas mal. Et après, en interne, on a une cellule innovation, un département où ils sont 4. Et en fait, ils font ça toute la journée. Ils vont être en contact avec des éditeurs, ils vont tester les outils. Et c'est ce qui nous permet derrière, lorsqu'une personne vient nous voir avec une problématique donnée, de pouvoir se dire, bon là, dans ton cas d'usage, par rapport à ces problématiques-là, on te conseille plutôt tel ou tel outil. Mais effectivement, après, quand tu regardes en pratique le nombre d'outils qu'on utilise le plus, il y a quand même une shortlist d'une dizaine d'outils qui reviennent bien plus souvent que les autres. Et puis ça, c'est les plus connus. Mais c'est aussi lié au fait que c'est des outils qui aujourd'hui ont atteint un certain stade de maturité, qui ont pour la plupart levé des fonds. On sait que demain, ils ne vont pas mettre la clé sous la porte. C'est sûr que quand tu dépends de ces outils-là, c'est quand même important d'avoir aussi ces critères-là. Et je pense que tu as aussi le critère de la communauté qui est un critère très important, parce que quand tu te lances sur un nouvel outil et que tu ne maîtrises pas forcément cet outil de bout en bout, tu vas très vite te retrouver confronté à des points de blocage, et tu as besoin aussi de personnes pour pouvoir t'accompagner, te débloquer là-dessus. Pour faire le lien aussi par rapport à ta question et la question que vous me posez, c'est que je pense que c'est vraiment très important de rester agnostique sur les outils. Par contre, après, ça dépend. Il faut faire attention en tant qu'entreprise, du coup, à quel type d'interlocuteur on va s'adresser. Par exemple, si on s'adresse à moi, je suis expert Bubble, donc forcément, j'ai un espèce de biais dès le départ déjà. Même si moi, je sais que voilà, il y a d'autres outils et que c'est important pour un projet, si par exemple, je dois faire une landing page, ça ne sert à rien de passer par Bubble. Il y a plein d'autres outils qui vont nous permettre de le faire beaucoup plus vite et qui seront même beaucoup mieux référencés et tout un tas de choses. Oui, c'est biaisé, mais tu ne vas pas pousser Bubble à tout prix. Tu connais les limites justement mieux que personne. Tu sauras quand ne pas recommander Bubble. Exactement, et ça c'est important aussi de le mettre en avant parce que voilà, mais du coup ça dépend aussi de l'interlocuteur que l'entreprise va avoir en face. Je pense que voilà, il y a différents selon le process de recrutement pour pouvoir développer un outil, c'est d'abord de s'adresser à quelqu'un qui peut nous donner d'avoir une vision assez large pour pouvoir savoir quelle est vraiment la problématique, quel est l'outil qui va pouvoir répondre à cette problématique. Et après là, on peut discuter réellement avec un expert de cet outil pour pouvoir creuser le sujet. Oui. Je ne sais pas si vous allez avoir la réponse parce que
bref. Mais L'impression. comme vous avez dit pendant essayer. l'introduction que ça permettait de réduire la backlog de l'IT et par ailleurs d'éviter aussi le phénomène de shadow IT, malgré tout, dans beaucoup de boîtes, finalement, le fait que la backlog est trop chargée, souvent les équipes métiers vont aller trouver des solutions par eux-mêmes en passant par des agences externes, mais donc la SI n'est absolument pas validée et n'est pas au courant. Ou moi, dans une boîte où j'étais, à un moment donné, en fait, toutes les équipes métiers détestaient Jira, donc tout le monde a commencé à utiliser Trello, mais sans le dire. Et un jour, la SI reçoit une facture de plus d'1 million en disant bah, en fait, quand vous utilisez avec une adresse professionnelle, c'est payant. Ce que personne n'avait jamais lu. Donc, et sauf que comme c'est utilisé à très très grande échelle, ils ne peuvent pas se permettre de couper les accès à Trello de manière unilatérale au risque de perdre tous les projets multiformes et protéiformes qui se sont créés au fur et à mesure de manière organique. Vous, quand vous dites le no-code peut être une solution, est-ce que vous savez accompagner, est-ce que vous avez des petits tips à donner aux entreprises? Ben voilà, si vous voulez inciter vos employés à prendre en main les outils no-code, comment l'encadrer, comment les accompagner, comment faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens? Bah, avec plaisir, ouais, effectivement, c'est des problématiques qu'on rencontre. Moi, je pense que déjà, la première chose dans ce genre de problématique, c'est la gouvernance, en fait. La gouvernance, c'est quelque chose, justement, à bien définir dès le début. Aujourd'hui, il y a des outils, par exemple, comme Make, qui commencent à se positionner, justement, sur des niveaux un peu plus enterprise, où il y aura vraiment tout un système de gouvernance qui peut être, justement, géré par la DSI, avec des droits qui vont être donnés en fonction des équipes métiers. Donc de toute façon, effectivement, vu que les employés risquent, quoi qu'il arrive, de commencer à toucher à ces outils de code, quelque part, est-ce que la solution, c'est pas d'y aller, de prendre les devants et de commencer justement à bien orchestrer justement toute cette gouvernance-là pour qu'il n'y ait pas forcément de débordement. Donc c'est quelque chose déjà, je pense, qui est une partie de la réponse. Et après, comment faire en sorte que justement ces outils s'implantent bien, finalement, soient bien utilisés par les collaborateurs de l'entreprise. Ça, c'est des problématiques qui commencent à se poser notamment chez les grands comptes avec lesquels on travaille. Et dans ce cas-là, ce qu'on essaye de mettre en place, nous, c'est une démarche de formation, d'industrialisation finalement de cette formation-là en interne pour réussir finalement à former des champions qui derrière eux-mêmes vont commencer à propager finalement la bonne parole, ou en tout cas à aider, à accompagner des utilisateurs qui auraient peut-être un niveau un petit peu moindre, en tout cas sur ces outils-là, mais qui seraient volontaires et qui souhaiteraient les utiliser. Donc, je pense qu'effectivement la gouvernance là-dedans, c'est vraiment la clé, et prendre les devants par rapport pour éviter justement le shadow IT, parce que quoi qu'il arrive, ça va arriver, quoi, sinon. D'accord, donc Make, effectivement, comme c'est la partie automatisation, c'est un bon, Ouais. une bonne porte d'entrée. Ouais, non, c'est vrai que Make, pour le coup, c'est assez. Enfin, ils sont en tout cas, depuis qu'ils se sont fait racheter, notamment par Celonis, ça leur a apporté cette branche un peu plus enterprise, quoi, en tout cas. Ouais. Parce qu'en gros, comment vous gérez les risques liés au fait que vous soyez dépendant d'entreprises privées qui développent des outils, à l'inverse, par exemple, de projets de développement web plus classiques où il n'y a pas cette dépendance? Tu veux répondre ok, ouais, bien sûr. Non, c'est une bonne question. Bon, comme je disais un petit peu tout à l'heure, il y a en fait, à chaque cas d'usage, il y a un outil à choisir. Si justement, dans une grande entreprise, ce problème de dépendance se pose, et bien à ce moment-là, il y a la possibilité de pouvoir faire du on-premise, où on va justement pouvoir exporter le code, le mettre sur son propre serveur, et à ce moment-là, on ne dépend plus de l'outil. C'est-à-dire que même si l'outil met la clé sous la porte demain, ou décide pour une raison ou une autre, je ne sais pas, d'arrêter de travailler avec nous, on peut toujours avoir accès à l'application et continuer à la développer, parce que quelque part, derrière, c'est du code qui est généré. Donc, ce code-là, il peut aussi être repris. Et c'est pour ça que voilà, il faut choisir le bon outil. Et voilà, de toute manière, après, voilà, il faut pas penser non plus que ces outils-là vont aller à l'encontre aussi des entreprises avec lesquelles ils bossent. Donc, même s'ils dépendent d'un outil, quelque part, ils ne vont pas du jour au lendemain faire grimper la fourchette de prix, parce que sinon tout le monde va partir, quoi, va changer de solution. Ouais. Ce sera la dernière question. Je vais essayer de parler du coup. Vous avez parlé justement des cas de grands comptes. Moi, je travaille souvent avec des cas de grands comptes. Ouais. Et nous, au niveau des différents cas d'usage que j'ai pu remarquer où le code peut intégrer, on a
justement essayer de réduire un petit peu le shadow IT en essayant de promouvoir une solution en particulier. Mais souvent, nous, dans les cas d'usage, ce qui nous a pas mal bloqué, ou en tout cas un élément qui est bloquant, c'est justement le fait que la majorité de nos cas d'usage impliquent des données qui font partie des données, par exemple, de l'EDF, etc. Et donc, du coup, ça bloque, il ne faut pas que les données sortent de l'univers EDF, et donc, du coup, on reste sur des solutions low-code Microsoft. Et donc, je me demandais, vous, dans les différents cas que vous aviez, au niveau des cas d'usage, est-ce que justement ce problème de sécurité, de rétention de la data a été un problème pour vous, ou est-ce que vous avez plutôt été dans des cas d'usage où c'était pas trop un problème parce que typiquement ça peut être par exemple la gestion de projets, de communication interne avec Notion ou Airtable, ce genre de choses. Non, bah, c'est sûr que c'est encore une problématique. Cette problématique-là, elle est en train aussi de se résoudre. Hein. Encore une fois, il y a la possibilité finalement, dans certains cas, de pouvoir garder aussi le contrôle de ces données. Il y a aussi des architectures à construire qui peuvent permettre d'éviter forcément d'accéder à toute la donnée alors qu'on a besoin qu'une partie de la data. Enfin, en tout cas, il y a des petites actions comme ça à mener aussi en interne pour pouvoir, je dirais, sortir de ces cas un petit peu compliqués. Mais c'est vrai que oui, le sujet de la data et puis de la sécurité, c'est quelque chose qui est toujours présent. Mais voilà, il y a des solutions. Microsoft, en l'occurrence, c'est une des solutions aussi. Et c'est vrai que bon, à partir du moment où ils sont déjà, enfin, toute la data est déjà sur Microsoft, si on passe par du Power App, du Power Automate, bah là, la problématique se pose même pas. Merci. On a été un peu plus longué que prévu. Je vous propose tout de suite de passer sur la table numéro 2. Donc le sujet, c'est quels sont en fait les super pouvoirs du no-code et en quoi ça permet à l'entreprise en fait d'accélérer son... Voilà, merci. La première chose, c'est qu'on a, depuis le Covid, on observe une vraie accélération dans l'usage du no-code. Pourquoi déjà, j'aimerais parler d'un rapport qui est peut-être connu de certains d'entre vous, c'est le rapport de la DARES, c'est la direction de l'animation, de la recherche et des études scientifiques. Et la dernière étude donc, qui est de 2022, en fait, elle fait des pronostics post-Covid. Et ce qu'elle démontre dans son étude, et qui est fort à propos, c'est que déjà par rapport à ces études initiales, elle relève une augmentation de plus de 20 000 postes créés par rapport au développement, par rapport au numérique et aux techniques, de 20 000 postes par an. Ce qui nous ramène à un chiffre de 115 000 postes par an à pourvoir. Sachant qu'on est déjà face à une pénurie de développeurs web, le no-code se présente comme une réelle solution. D'ailleurs, en plus de la DARES, qui est la direction régionale française, on a une autre étude qui est aussi intéressante pour vous donner un peu de data, un peu scientifique aussi, qui peut alimenter aussi notre débat d'aujourd'hui. Hein. On a une étude de Gartner qui date celle-ci de 2021, qui précise que d'ici, donc qui fait un petit rapport et qui précise que 80% des applications qui sont développées dans le monde, donc pas qu'en France, hein, seront faites via des outils no-code, pour 80% d'entre elles. À ce titre, donc, le no-code se développe et se développe rapidement. Et au niveau de l'entreprise, une autre étude prouve aussi que le poids du no-code en entreprise, qu'est-ce qui fait que ça bascule aussi petit à petit et que ça prend trop d'ampleur, c'est que ça permet vraiment un gain de vitesse. Il y a une étude américaine qui date déjà de 2016, alors elle n'était pas que sur le no-code, mais sur le low-code et le no-code, qui prouve en fait, en faisant plusieurs statistiques par rapport à plusieurs entreprises, alors cette fois-ci américaines, que de manière globale, on estime à 5 à 10 fois plus rapide de développer des applications ou même des applications mobiles ou même des sites web de 5 à 10 fois, que ce soit sur les délais de développement ou des délais de livraison. Donc c'est assez significatif aussi. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est sur les chiffres des investissements. C'est pour ça qu'on parle vraiment aussi de révolution et pas de simples tendances technologiques ou numériques. Il y a déjà des milliards, on parle en termes de milliards. Donc là, je vous ai mis des petits exemples, mais il y a la Grandview Research de 2020 qui fait état en fait d'un taux de croissance qui serait de 27%
jusqu'en 2027 et pour atteindre 86,9 milliards d'investissements en 2027. C'est assez conséquent, je crois que ça parle comme chiffre. Et donc, on voit que le no-code n'en a pas fini de démontrer son poids, d'envahir un peu les entreprises et qui se joue quelque chose. Et d'ailleurs, cet événement, on est témoin, hein, il y a du monde, il y a du débat, il se passe quelque chose et la révolution est en cours. Elle est maintenant et la vague est à prendre en ce moment. Et du coup, j'aimerais interroger nos experts sur les différents points qu'on a abordés. Le premier, c'est par rapport à cette pénurie de développeurs, on a donc une demande très forte et croissante qui va continuer à s'accentuer et une offre du coup qui ne grandit pas à la même vitesse. Et du coup, par exemple, un des premiers éléments aussi qui nous permet de rendre ça tangible, c'est l'évolution du TJM d'un développeur, donc qui tend vraiment à s'augmenter. Est-ce que vous, dans l'entreprise, c'est quelque chose que vous constatez Constatez Moi, en fait, quand j'ai commencé à développer sur Bubble, en fait, déjà, c'était pas hyper connu à l'époque. Enfin, c'était déjà quand même connu, mais c'est pas ce que c'est maintenant. Et il n'y avait clairement pas autant d'opportunités. Donc, en fait, c'était plutôt un gros doute. Moi, j'avais vraiment un gros attrait pour cet outil, mais donc j'y allais à fond, surtout que c'était le confinement, donc j'ai vraiment mis toutes mes billes là-dedans, mais j'avais vraiment pas de retour sur ce que ça donnait au niveau du marché ou tout ça. Clairement, c'est plus la même chose maintenant. Donc là, à cette époque-là, c'est moi qui allais taper aux portes pour essayer de voir comment ça se passait, tout ça. Il y avait à cette époque-là 2 grosses agences qui recrutaient des développeurs, c'était AirDev et Ideable à l'époque, qui est devenu Teamso. Et maintenant, ça a complètement changé. Donc maintenant, c'est plutôt des gens qui viennent à moi pour pouvoir. Alors moi, c'est en tant que freelance, parce que du coup, là, je parle pas en tant qu'enseignant chez Allegria, mais en tant que freelance, effectivement, moi, c'est plutôt des profils d'entrepreneurs. Beaucoup de gens qui veulent réaliser des projets, donc ils doivent passer par que ce soit un prototype ou une preuve de concept, qui viennent et justement par rapport à ce que tu disais sur les performances, la rapidité pour pouvoir développer une app et pour pouvoir la délivrer, ou pour pouvoir y apporter des modifications, la maintenir et tout ça, effectivement, c'est des outils qui permettent, qui changent complètement la donne. Donc moi, je pense que de toute façon, on va continuer dans cette évolution, même si pour moi, le no-code, c'est pas vraiment quelque chose de... Enfin, pour moi, même Excel, c'était du no-code au final. Donc pour moi, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, mais là, en ce moment, avec les outils, justement, on parle de 700 outils, donc moi, je ne peux même pas prendre ça, mais voilà, je pense que ça va continuer à grimper, mais voilà. Donc je pense que maintenant, on comprend que... Et c'est aussi nos mentalités qui ont changé. Maintenant, on est dans le « OK, il faut faire vite, il faut délivrer vite, il faut tester des choses, il faut itérer, il faut pouvoir changer, s'adapter, pivoter. » Et donc pour ça, le no-code, c'est une grosse opportunité. Moi, je ne le mets jamais en opposition, le no-code, avec le code traditionnel, parce que, voilà, même ce que je vais dire là tend à évoluer, moi j'ai attaqué le no-code en me disant que voilà, ça me permettait vraiment de pouvoir faire des prototypes, d'aller super vite, d'itérer avec mes idées, de pouvoir les faire tester aux utilisateurs, d'avoir des retours très rapides là-dessus. Donc voilà, c'était pour ça moi ma grosse... ce que j'aimais vraiment dans les outils no-code. Ouais, bien sûr. Donc là, la question, c'était vraiment sur la partie, est-ce qu'on a du mal à trouver justement des développeurs aujourd'hui, des développeurs no-code aussi? Oui, c'est vrai. ça. Ouais, effectivement, en fait, c'est vrai qu'au début, quand on s'est lancé, on s'est dit, bon, c'est cool, le no-code, c'est la réponse à la pénurie de développeurs. Ça va être facile et c'est bon, voilà, la solution, elle est toute trouvée. In fine, quelques mois après, on s'est retrouvé en fait assez rapidement confronté à la même problématique que dans le dev, c'est-à-dire la difficulté finalement de trouver des bons profils de makers no-code. Et en fait, il y a pas mal de personnes, parce que le no-code c'est quand même quelque chose d'assez accessible à la base, qui vont tout de suite aller regarder 1, 2 vidéos sur internet, qui vont se dire ok c'est bon,
je maîtrise un outil de code, je peux faire une presta en freelance. Sauf que c'est pas exactement comme ça, surtout quand on veut faire quelque chose de manière professionnelle. Et en fait, c'est ça qui nous a poussé, nous, in fine, à lancer l'Allegria Academy, parce qu'en fait, on s'est dit, à la base, nous, ce qu'on voulait faire aussi, c'était de dire, ok, on était une agence, on développe quelque chose, et puis si derrière, vous voulez pas continuer avec nous, si derrière, vous voulez prendre la main sur votre outil, on peut vous former, et derrière, vous pouvez le faire évoluer vous-même. En pratique, les entreprises ne cherchent pas forcément toujours à prendre ce rôle-là, et elles cherchent de plus en plus, du coup, à recruter maintenant des développeurs no-code. C'est vrai qu'à la base, vu qu'elles ne connaissaient pas forcément le no-code, elles cherchaient juste des devs, et maintenant, il y en a qui viennent avec des demandes vraiment orientées autour de Bubble ou d'autres outils, par exemple, hein, c'est un exemple comme un autre. Et c'est vraiment pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre en fait, sur ce créneau de la formation avec un aspect réellement professionnalisant et pas seulement en fait, une formation voilà, courte qui te permet d'avoir une première idée de ce qu'il est capable de faire, mais pas forcément d'avoir la bonne méthodologie pour l'appliquer dans le monde professionnel et pour délivrer des applications qui derrière soient scalables et tiennent dans le temps. Et donc aujourd'hui, voilà, la solution qu'on a trouvée, c'est celle-là, qui permet derrière, après 3 mois, de pouvoir placer en fait en entreprise des alternants qui ont la possibilité du coup, en même temps d'apprendre du coup du no-code, de pouvoir pratiquer dans des conditions réelles, ce qui répond du coup aux besoins aussi des entreprises de l'autre côté. Tout à fait, oui. Une petite question par rapport justement au profil dans l'univers un petit peu le code no-code, est-ce qu'il serait plus intéressant pour un profil d'être expert par exemple Bubble, et de monter sur Bubble, ou plutôt un profil qui serait un petit peu, on va dire, end-to-end, et du coup qui aurait des bonnes connaissances en Airtable, des bonnes connaissances en Make, et des bonnes connaissances en Bubble, et donc qui potentiellement pourrait être, je ne vais pas dire one-man army, parce qu'au final non, mais quand vous arrivez au client, est-ce que vous avez plutôt des profils qui sont du coup qui sont plus intéressants en ayant ces 3 points-là, ou est-ce que vous vendrez plutôt 3 ou proposerez plutôt 3 profils qui seraient capables de faire les 3 choses? Non, je peux te répondre, après je te laisserai peut-être aussi la parole, je pense que c'est un sujet sur lequel tu peux t'exprimer. En fait, déjà, il y a un peu deux manières aussi de développer un no-code. Tu vas avoir des manières complètement intégrées, ce qu'on peut appeler peut-être de la programmation visuelle avec des outils comme Bubble. Et après, tu as cité tout à l'heure Airtable Make. Ça, pour moi, c'est des outils qui, quoi qu'il arrive, doivent fonctionner ensemble. Donc, je pense qu'en fait, si tu veux devenir un expert, si tu veux devenir un professionnel, il faut choisir une voie. Il faut se dire, tiens, peut-être que tel outil me convient plus qu'un autre, et donc j'ai envie d'aller vraiment dans le détail. D'ailleurs, c'est vraiment pour ça aussi qu'on a décidé de créer des spécialisations dans notre académie, où après, en fait, les 3 mois, tu vas te dire, ok, là, je préfère m'orienter dans le front, dans l'automation, ou peut-être justement plutôt sur Bubble, parce qu'en fait, tu ne peux pas être un expert partout. C'est pas possible. Mais c'est vrai que dans certains cas, il est quand même possible, tu vois, de faire fonctionner plusieurs outils ensemble, et ça peut être quand même intéressant d'avoir des compétences à droite à gauche, surtout quand tu as besoin parfois juste d'une petite fonctionnalité que tu peux aller choper là, et tu sais que cet outil va le faire mieux, par exemple, que l'outil que tu utilises principalement. C'est bien, je pense, d'avoir une connaissance globale de l'écosystème, et après, il faut aussi choisir son combat et se dire, ok, là, je me plais plus dans tel outil que dans un autre, donc je me spécialise là-dedans, et je deviens un réel expert en fait de cet outil-là. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. En fait, l'idée c'est aussi, effectivement, c'est pas du tout le même type d'application. J'ai vu qu'il y avait une espèce de classement des applications. C'est vrai que par exemple, si on prend des applications comme Bubble et Webflow, pour moi c'est intéressant d'avoir une grosse expertise là-dessus, parce que c'est des applications qui peuvent permettre, par exemple, Bubble, en l'occurrence, c'est une application qui peut vraiment permettre de conduire un projet de A à Z, le tout intégré dans la même application. Les autres applications, c'est que ce soit Trello, que ce soit Notion, que ce soit Airtable ou que ce soit Make ou des choses comme ça, c'est plus des choses qu'on va mettre en commun qui, pour moi, répondent à des problématiques peut-être un peu plus ponctuelles. Là, vraiment, Bubble peut te permettre d'accompagner un projet vraiment de A à Z et vraiment à le pousser le plus loin possible et à pouvoir le faire évoluer, à pouvoir lui permettre de scaler et tout ça. Les autres produits, pour moi, c'est un peu plus, justement, c'est un peu plus no-code, alors que Bubble, je le verrais un peu plus low-code. No-code, tu vois, dans le sens où, en fait, voilà, ça te permet de faire des prototypes, de voir s'il y a de l'attraction, des fois, sur des trucs. Bubble, justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça évoluait un peu le fait que voilà, on peut faire des POC ou des prototypes. C'est que maintenant, en fait, même je crois que leur idée, c'est de dire non, en fait, maintenant, c'est des vraies web applications. Ouais. Voilà. Donc on peut
vraiment aller de A à Z. Mais le truc, par contre, ce qui va changer, c'est aussi que ce soit Make, Airtable ou tout ça, la learning curve, c'est pas la même. Là, ça va être sur des temps assez courts où tu vas pouvoir faire des petits projets. Justement, c'est pour ça que je parle de problématiques ponctuelles, c'est parce que tu vas pouvoir vite fait avoir des résultats sur des petites choses. Bubble, il y a quand même un gros temps d'apprentissage. Oui, il y a beaucoup de possibilités, et comme il y a beaucoup de possibilités, comme Excel, le panier est Exactement. très haut. Voilà, exactement. En fonction de ce qu'on veut faire, mais il va falloir de toute façon s'intéresser à ce que c'est qu'une base de données, il va falloir s'intéresser à ce que c'est qu'un API. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses auxquelles il va falloir s'intéresser pour pouvoir donner quelque chose d'intéressant sur Bubble. J'ai une question. En fait, Bubble, à chaque fois, on nous renvoie le fait que c'est finalement le plus abouti, le plus complet, le plus puissant, etc. La prise en main est quand même super laborieuse, pas fun du tout au début. Donc, ce qui fait que, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de recul pour savoir assez tôt si quelqu'un va pouvoir s'éclater sur Bubble, s'il va jusqu'au bout de la démarche, ou pour qu'il ne perde pas son temps? C'est-à-dire que s'il tient la première année, qu'en fait, la deuxième année, il pète un câble, et que la première année, c'est même en fait. Ouais, même si rien n'est jamais perdu, parce qu'il peut toujours se rebattre aux autres outils, mais et à contrario d'autres en fait peuvent directement passer sur Bubble sans passer par des petits modules un peu fun et un peu plus sympas. Est-ce que vous avez suffisamment de recul aujourd'hui ou ça dépend vraiment des personnes? Est-ce qu'on sait si quelqu'un qui a plutôt un profil, on va dire ingénieur supply chain qui est en reconversion, qui a l'habitude de dessiner ou d'écrire des workflows, il va plus s'y plaire ou pas, ou d'autres qui sont plus dans l'UX design, il va plutôt préférer tel objet, ou finalement en fait il n'y a pas vraiment de règles. Moi, Vas-y, je pense que tu es bien placé. Ouais, non, le truc c'est que effectivement, non, je pense qu'il y a une grosse part de l'appétence pour l'outil qui est propre à chacun au final. Moi, je ne me serais pas du tout imaginé pouvoir faire ce que je fais là sur Bubble. Même si effectivement, il y en a, on en discutait même juste avant, il y en a pour qui, quand ils arrivent sur Bubble, ils voient l'interface, et on va pas se mentir, qui n'est pas super funky. Bon, bah voilà, ça en rebute certains. Moi, par exemple, ça, j'y fais pas attention. J'y fais pas attention. Oui, mais vous êtes passé par d'autres outils no code avant, de ce que j'ai compris. Ouais. C'était pas votre première rencontre avec le monde du Non, exactement. Vous avez quand même des clés. Ouais, mais au final bah, ça m'a guidé vers Bubble, et quand je suis arrivé à Bubble, j'ai pas été rebuté, et j'avais pas un profil particulièrement technique. C'est juste que par contre, soit on a le truc, soit on l'a pas. Moi, quand je suis arrivé devant et que j'avais des idées en tête et que j'arrivais à les mettre en pratique, pour moi, ça a été une révolution. Donc c'est comme ça qu'en fait, j'ai continué à avancer là-dedans. Mais si on m'avait demandé avant, si on m'avait fait un petit test avant et qu'on m'avait dit, bon écoute, toi t'es pas fait pour Bubble, enfin si on m'avait fait un petit test, peut-être qu'on en aurait conclu que j'étais pas fait pour Bubble. Peut-être que c'était le cas. Sauf que moi, en fait, je me suis éclaté devant l'outil parce que je le trouvais, voilà, il répondait à mon besoin. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ça peut répondre. Un ingénieur, s'il a une problématique qui est très ponctuelle et tout ça, il peut très bien passer par Make ou d'autres outils. Il n'a pas à se dire, moi, il faut que j'aille sur Bubble parce que c'est l'outil compliqué. Je suis quelqu'un qui aime bien ce qui est compliqué, je vais aller sur Bubble. Il peut y aller s'il veut s'éclater, mais pour répondre à la problématique, il peut prendre un outil beaucoup plus. Dans votre cas, est-ce que vous pensez que c'est le timing qui a été le bon de la rencontre avec Bubble, ou est-ce que de toute manière vous l'auriez adoré, même si vous l'aviez découvert? Non, c'est une question de timing. Ah non, si j'avais regardé ça quand j'étais encore dans ma ferme, au milieu de mes poules, non, je ne me serais pas arrêté là-dessus. Non, là c'est vraiment, c'était le timing. J'avais envie de faire une application pour aider des gens, et du coup on me présente cet outil, je commence à toucher à ça, et je me dis waouh, c'est magnifique. Donc moi il y a eu vraiment et puis il y avait le confinement, donc on m'a dit tu restes chez toi, tu bouges pas. Donc en fait, on a voilà. Merci beaucoup. En fait, on a largement en fait, pris le temps de la dernière table ronde. En fait. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, ça prouve que le fil rouge était là. Je vous propose juste de refaire une petite contextualisation et on vous pose la question après, comme ça on finit dessus. Et voilà. C'est juste qu'on peut se poser la question, étant donné que les outils no-code, et je pense que ça fait aussi partie des questions que vous posiez, que les outils no-code peuvent comme ça apparaître, ils sont à la base accessibles à tout public. Est-ce qu'on a un besoin de se former? Est-ce qu'on peut comme ça, quelle est la bonne manière en fait de prendre en main les outils no-code? Nous à ça, on a quand même des convictions, on est aussi porteurs d'un projet. C'est que tout d'abord, la première chose, c'est que les outils no-code, ils sont développés et ils sont dans une logique, les outils sont développés par des codeurs et elles sont imprégnées des logiques algorithmiques.
ce qui fait que disposer de bases techniques et de réflexes en fait, de programmation vont être des atouts non négligeables pour maîtriser les outils. Mais encore une fois, je vous rappelle qu'on parle de la catégorie des no-code makers professionnels. Dans une optique professionnalisante et d'usage professionnel, du coup, se former pas à pas en passant aussi par cette logique algorithmique nous semble être pertinent. Parce qu'en plus, les plateformes, donc, du coup, elles sont techniques. Aujourd'hui, sur les formations diplômantes, aujourd'hui, il n'y a pas de formation no-code diplômante. Toutes les formations diplômantes sont des formations de développeurs classiques. Nous, on l'a dit déjà sur les différents tours de table et par rapport à ce que vous disiez, le no-code s'éloigne à l'usage puisque du coup, c'est pouvoir créer dans le monde digital mais sans coder. Donc là, je vous ai mis l'exemple de notre parcours de formation, mais on croit surtout qu'il faut d'abord faire des petits pas et s'imprégner de cette logique algorithmique, puis s'intéresser et pratiquer différents outils avant de choisir une spécialisation. Donc, sur ou full stack ou automation ou front, suivant la volonté professionnelle derrière et les compétences qu'on souhaite développer. Et ensuite, on croit aussi que pour que ça fonctionne cette formation, oui, il faut se former, mais il faut aussi pratiquer et pratiquer dans un contexte professionnel. C'est pourquoi nous aussi, on propose de l'alternance pendant 1 an auprès d'entreprises. Voilà, je voulais juste donner ces petits éléments-là avant du coup de relaisser la parole à la salle et aux experts. Moi, j'avais quand même une question à vous adresser qui n'ont pas été vraiment abordées. C'est, selon nous, pour devenir no-code maker professionnel, ça ne se fait pas en 2 semaines. C'est quand même un processus assez long, mais tout à l'heure, on disait qu'en fait, le no-code maker, il peut être dans tous les services, ça peut aussi être adapté à n'importe qui en entreprise qui veut s'intéresser, qui a une problématique. Et du coup, l'outil, ça répond à la problématique. Comment ils font ces gens-là pour se former, sachant que du coup, pour la formation aujourd'hui, les formations qui existent ne répondent pas forcément aux besoins. Enfin, quelles seraient vos recommandations pour ces cas précis? Ouais, déjà, il y a quand même, je pense, un vrai avantage sur le no-code en termes de formation. C'est sûr que ça ne se fait pas en 2 jours, mais bon, comparé quand même à des formations de dev, pour devenir un dev professionnel, pareil, ça ne se fait pas en 3 semaines, ça ne se fait même pas en 1 an. Quand on voit vraiment voilà, les écoles de développeurs, c'est des programmes qui durent 3 à 5 ans. Et c'est vraiment à l'issue de ça que voilà, les personnes sortent et peuvent travailler en fait dans un monde professionnel. Là, déjà, avec le no-code, je pense qu'on a la capacité de pouvoir diminuer ce temps de formation par 3, par 5, ça dépend aussi des profils. Bon, enfin, pas forcément des profils, mais plutôt des états d'esprit, justement, pour revenir à la question de tout à l'heure. Je ne pense pas forcément qu'il y ait de profil, mais que c'est plutôt aussi un état d'esprit qu'il faut avoir. Et en fonction de ça, on va naturellement s'orienter vers une catégorie du no-code ou tout simplement pas de no-code. Après, les entreprises, en fonction de ce qu'elles veulent faire, elles peuvent aussi se former elles-mêmes. Elles n'ont pas forcément besoin d'avoir une expertise toujours très 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 poussée parce qu'elles ne vont pas faire que du no-code. Dans un département marketing par exemple, les équipes vont faire du marketing et puis ça peut être intéressant dans certains cas d'utiliser des outils no-code mais que pour des petits cas d'usage bien définis. À ce moment-là, voilà, il existe aussi des formations en entreprise où là typiquement c'est quelque chose qu'on va faire sur Make, c'est des choses qu'on a fait aussi sur Webflow et sur Bubble. Où on va former justement les collaborateurs d'une entreprise pour qu'ils puissent reprendre la main sur un projet ou qu'ils puissent eux-mêmes finalement créer leur propre scénario, leur propre automatisation. Ça se fait aussi, ce sera peut-être pas des experts, pas des professionnels, ils ne pourront pas faire que ça, mais en tout cas ils vont pouvoir commencer à utiliser ces outils quand même. Après, moi je pourrais ajouter que pour se former même aux outils no-code, déjà, ce qu'on disait, il faut l'appétence déjà pour construire des outils. Après, il faut l'appétence pour un outil en particulier. Mais pour se former, déjà, on parlait tout à l'heure de la communauté qui a un outil, parce que sur 700, tous les outils n'ont pas des communautés qui sont autant développées. Donc voilà, pour se former, déjà, en y allant nous-mêmes et puis en s'informant, il y a beaucoup de tutos qui sont faits. On peut regarder, on peut essayer de se former. Le problème, c'est que ça, en fait, ça va nous former à faire des choses.
qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir voir la magie s'opérer, un peu ce qui s'est passé dans mon cas. Par contre, en fait, on va comprendre très rapidement, justement, si c'est pour construire des produits qui vont être utilisés en entreprise, ou alors si on a dans l'idée de vouloir travailler professionnellement, que ce soit en agence ou faire son propre produit. Là, par contre, on va devoir commencer à ajouter à nos compétences de simple maker, en fait, de la méthodologie, du process. Là, d'ailleurs, on pourra utiliser d'autres outils no-code. Par exemple, même moi, en tant qu'expert Bubble, c'est vrai que ça peut être intéressant d'utiliser des outils comme Notion ou des choses comme ça pour tout ce qui est, je sais pas, le travail d'un PM, par exemple. Pouvoir faire les user stories, tout ça, traquer l'évolution d'un produit. Donc ça peut être intéressant, mais ça s'apprend. Ça, c'est pas des choses qu'on va apprendre. L'idée, en fait, souvent, quand on fait du no-code, c'est qu'on se dit, on veut, par exemple, une application, et à partir du moment où on la voit prendre vie, alors on est content et on se dit, ça y est, j'ai réussi. Le problème, c'est que souvent, quand on fait ça, en fait, généralement, on a mis 3, 4, 10 ou 20, si on a la rigueur, pour avoir 20 users pour tester toute l'application. Mais en fait, si on la met en live, c'est pas 20, et que ça marche, bien sûr, on va pas en avoir 20, on va en avoir 1000 au minimum. Sauf que là, on va s'apercevoir qu'en fait, là où nous, quand on la développait dans notre coin, ça prenait, la page, elle se chargeait automatiquement, quand on en a 1000, elle prend 10 secondes à se charger. Moi, j'ai même vu le cas d'une page qui mettait 3 quarts d'heure à se charger. C'est-à-dire, les gens, ils venaient le matin, ils lançaient l'app, ils allaient prendre un café, ils faisaient des trucs, ils revenaient 45 minutes après. Si quelqu'un a rafraîchi la page pendant ce temps-là, donc non, voilà, l'idée de pouvoir, et c'est ce que justement moi j'essaye de faire avec les étudiants au sein de l'académie, c'est justement d'instaurer des processus de travail, quelque chose d'un peu plus professionnel justement, avec quelque chose qui est d'ailleurs en train de se faire même dans le no-code. Moi, je suis ce qui se fait dans Bubble justement sur toute cette méthodologie, ces process et tout ça, pour pouvoir un peu cadrer les choses. Il y a par exemple, même simplement le naming. Par exemple, sur Bubble, on crée la data structure. Les champs, c'est l'imagination qui fait le job. Donc si on les nomme n'importe comment, voilà. Et moi, il y avait même des questions encore même plus bateaux. C'est qu'en fait, moi, je travaille avec beaucoup d'anglo-saxons. Donc si moi j'écris en français, ou alors si je mets des accents, ou alors des S là où il ne faut pas, ça devient tout de suite infernal. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à avoir en tête. Le no-code, c'est très très bien, on peut aller très très vite. Par contre, quand on veut aller dans une idée de professionnalisation, à ce moment-là, il va falloir se poser, commencer à réfléchir à une méthodologie, à appliquer des process, à être rigoureux. Et là, on va pouvoir faire des choses qui vont durer. S'il y a des problèmes, on pourra les réparer. D'autres gens peuvent venir travailler avec nous. Nous, on peut s'intégrer au sein d'une équipe. Voilà. Ouais, justement, dans cet aspect-là, on a vu que le no-code, c'était à la fois quelque chose qu'on pouvait mobiliser pour des gens qui ne sont pas techniques, et aussi quelque chose qui nécessitait d'être professionnel, c'est-à-dire d'appliquer des méthodes qu'on retrouve en développement web, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, en fait, l'idée de désengorger les développeurs par le no-code qu'on applique à des gens du métier, etc., ne va pas générer des pratiques qui ne sont pas idéales dans le développement d'applications, et en fait, toute cette charge et cette dette technique qu'on va accumuler, on va la retrouver sur les makers. En fait, on va se retrouver dans une situation similaire à celle qu'on avait avant, c'est-à-dire c'est tout de suite faut appeler l'activité des développeurs parce que on a besoin des makers impérativement, on a besoin de ce professionnel en fait de ça, qu'on a besoin. Après, justement, il y a des méthodologies qui commencent à se créer autour de ça. Je pense que toi, tu connais bien un de ces frameworks OpenBuild, justement, que vous avez chez TXO, qui permettent d'éviter ce genre de cas de figure-là. Donc, c'est encore pas hyper mature, hein, d'ailleurs sur tous les outils. Mais voilà, sur Webflow, là, il y a Client First avec FinSuite qui a créé ça, qui permet d'avoir justement quand même cette trame, cette ligne directrice qui permet, typiquement, quand on bosse sur une application, si quelqu'un derrière la reprend, de pouvoir s'y retrouver, de fonctionner, que ce soit en termes de nommage, mais même en termes d'architecture, des manières de travailler qui sont derrière compréhensibles et qui permettent aussi d'anticiper en fait justement des cas futurs, parce que c'est sûr que quand on se lance directement comme ça, sans aucune méthode, en fait très rapidement ça peut fonctionner, et puis quand on va vouloir rajouter une brique, une deuxième et troisième, et qu'après en fait on se rend compte que l'architecture de base n'était pas bonne, en fait on va se dire le plus simple peut-être c'est de tout refaire, de tout jeter et de recommencer de zéro.
Mais ça, c'est sûr que c'est dommage. Mais c'est pour ça aussi que voilà, il y a cette méthodologie-là, je pense, à appliquer. Et pour le coup, il y a encore pas mal de progrès à faire, je pense, de ce point de vue-là. Parce que aussi les éditeurs évoluent tout le temps. C'est ça qui est compliqué. Tu peux pas aujourd'hui créer quelque chose qui va rester gravé dans le marbre, puisqu'en fait tu sais que demain, potentiellement, l'outil va sortir une nouvelle feature, que eh ben, ça va fonctionner d'une manière différente. Tu vois, par exemple, sur Bubble, quand le responsive engine est arrivé, bah, ça a tout changé aussi. Donc en fait, c'est pour ça que tu peux pas non plus trop te projeter. Mais il est important, je pense, et c'est aussi, bah, tu vois, typiquement notre rôle, hein, de pouvoir essayer de créer ce genre de méthodologie autour de ces outils-là pour éviter que tout le monde fasse un peu à sa sauce et que derrière tu t'y retrouves pas et que ça puisse parfois eh bien te faire t'amener dans des situations où tu dois finalement tout jeter. Bon, on peut aussi reprendre des process qui étaient là avec les développeurs. Par exemple, je parlais du naming, là, c'est des conventions qu'on va prendre du code traditionnel, le snake, c'est ça, pour nommer ouais, ou les champs, ou des choses comme ça, les variables, les champs, les option sets, enfin tout un tas de choses. Voilà, c'est en train de s'organiser, et bien sûr, on a pas mal de choses qui viennent déjà du code traditionnel. Parce qu'il faut bien former les équipes qui ne sont pas initiées pour éviter que c'est assez simple de faire des applications qu'on arrive à ce genre d'erreur. Justement, c'est ça, d'où le fait d'avoir une certaine méthodologie qui fait que tu ne peux pas venir et puis faire un peu n'importe quoi sur la. Mais du coup, est-ce qu'une personne certifiée, on va dire, à l'EGRIA Academy, entre guillemets, représente une certaine normalisation, par exemple, dans la manière de commenter le low-code, parce qu'il y a quand même dans le low-code un petit peu de commentaires, au niveau des variables, etc. Est-ce que du coup, vous êtes déjà projeté comme une sorte de gage de qualité low-code au sein de vos clients? C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Honnêtement, c'est pas quelque chose sur lequel on est encore 100% mature. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a tout le temps des évolutions. Donc dès le début, on ne pouvait pas tu vois, commencer par créer quelque chose qui serait immuable. Maintenant, on commence à avoir une certaine structure que tu peux retrouver justement dans les apps. Ce qui permet, bah, justement, si on a quelqu'un qui poste sur une application, du jour au lendemain n'est plus disponible, qui voilà, nous fait plus bon, voilà, de pouvoir aussi le remplacer, de pouvoir aussi voilà, transférer aussi cette app au client. Mais franchement, il y a encore du progrès à faire là-dessus, très clairement. Après ce dont on est en train de parler là, c'est pas forcément quelque chose. L'idée, c'est pas de dire Allegria va proposer ses propres normes. C'est plus l'idée que en fait, ça c'est quelque chose qui est en train de se travailler même au sein de la communauté de Bubble. Donc en fait, ça va être quelque chose au bout d'un moment, quand tu commences à être plutôt expert dans cet outil, en fait, tu vas reconnaître. On se reconnaîtra en fait quand on verra les apps, on dira bah oui, ok, tu l'as fait de cette manière. Ok, je comprends. Voilà, exactement. Je comprends pourquoi tu l'as fait de cette manière. Donc du coup, l'idée d'Allegria, c'est plus de faire connaître ces méthodologies-là qui existent, mais qui sont, comme Thomas le disait, qui sont en progress. Quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est du boulot. Et On avait aussi une question. voilà, je ne sais pas si c'est une question, pour le coup, c'est que je me disais, c'est vrai qu'on se pose ces questions parce que quand on commence à bidouiller par nous-mêmes, on fait plein d'erreurs, on refait les mêmes erreurs qui avaient été faites par les développeurs, etc. Mais finalement, au final, on retombe sur les règles qui valent pour les développeurs, un peu comme quand on fait de la trottinette et in fine, on dit que finalement, la priorité à droite, c'est du bon sens et donc on va appliquer le même code de la route que les voitures ou que Pas les comme ça, camions. pareil. Non, mais à un moment donné, il va falloir le faire parce que ça devient trop dangereux en fait. Et c'est pareil pour le code, probablement. Ouais, Ce que j'ai observé. Après, faire des erreurs, justement, le no-code, ça permet ça. Hein. On peut tester quand on teste au départ dans notre coin. Ben voilà, on teste. Bien sûr, on va faire des erreurs. Il va y avoir des bugs. Et puis, en fait, en apprenant, on va commencer aussi. Si justement, en plus, on fait partie de l'académie, on va pouvoir avoir ces méthodes-là et apprendre ces bonnes pratiques plus rapidement. Mais par contre, c'est pareil, la learning curve entre le code et le no-code, elle n'est pas comparable. Et moi, ce qui m'a plu dans le code, c'était de se dire le fait de démocratiser, c'est qu'il y aura moins de gap entre les métiers ou les utilisateurs et l'IT, qu'on va parler le même vocabulaire, qu'on va comprendre pourquoi l'IT parfois nous dit non, il ne faut pas faire comme ça, il y a telle règle, enfin, vous êtes psychorigide. Non, ils ne sont pas psychorigides. Et le bon sens, c'est le fait d'apprendre à utiliser le code, et de dire, on comprendra le règle. Comment ça c'est sûr. fonctionne. Je sais pas si c'est une question.
crois qu'il y a une question juste devant. Oui, voilà. Ça rejoignait un peu tout ça, en fait, c'était sur l'histoire de la. Donc, il y avait l'histoire de la formation en un an, comparé à la formation pour le développeur sur 3-5 ans, etc. Ouais. Et en fait, sur cette formation de développeur 3-5 ans, il n'y a pas que le dev, il y a aussi tout ce qui est culture générale, technologique, l'avant de l'algorithmie, etc. Est-ce que c'est un truc qui peut vraiment manquer et comment on y pallie, en fait, sur le code, à la culture algorithmique, ce que c'est qu'un protocole SMTP, HTTP ou des bases du design, etc. Comment on y répond et est-ce que c'est un vrai besoin nécessaire ou est-ce qu'on peut un peu le bypasser ou à moitié le bypasser? Non, pour moi, ça reste la base. Et en fait, bah, c'est d'ailleurs pour ça que dans cette formation-là, les 2 premières semaines, on ne fait pas de no-code. On va faire de l'introduction, de l'initiation au développement web. On va essayer justement de commencer à comprendre comment tout ça fonctionne. Parce que voilà, c'est pas quelque chose d'inné, hein, tout le monde n'est pas au courant de comment ça se passe derrière le navigateur. De toute façon, cette logique algorithmique, cette manière de concevoir des bases de données, c'est des choses qui sont communes en fait au code et au no-code et à côté desquelles tu peux pas passer en fait. Hein. Enfin, tu peux, voilà, dans certains cas, si ça dépend de ton usage. Encore une fois, hein, si tu es voilà, un citizen maker, tu en parlais, pour faire ta propre app chez toi que tu utilises à titre personnel, c'est pas grave si c'est pas tu vois, hyper pro, hyper optimisé. Mais c'est vrai que tout de suite, quand tu veux l'utiliser dans le monde professionnel, en fait, ces choses-là, c'est nécessaire de les connaître parce que tu vas aller beaucoup plus vite, tu vas éviter de faire des erreurs, et puis derrière, ça va être beaucoup plus scalable en fait. D'autres questions? Et du coup, moi j'en ai 2 en fonction du temps. C'est pas la dernière, parce qu'on déborde. Bah, je vais essayer de faire très vite. Et du coup, c'est plus, contrairement au Mima, du C++, et du JavaScript, etc., il y a beaucoup plus la possibilité, par exemple, que Bubble n'existe plus dans 3 ans, on va dire ça comme ça, de manière très pessimiste. Et donc, du coup, je me demandais, est-ce qu'au niveau de vos clients, la transversalité de certaines compétences est reconnue? Par exemple, si une personne a fait 3 ans de Bubble, qui a de bonnes expériences, etc., en théorie, il sera quand même assez rapide à reprendre un autre logiciel de no-code, un autre logiciel d'app développement, etc. Est-ce que vous pensez du coup que au sein de vos clients, c'est quelque chose qui est reconnu ou qui sera reconnu dans le futur? C'est-à-dire, bon, certes, Bubble n'existe plus, mais maintenant, ça fait 1 an qu'il fait du glide ou 6 mois qu'il fait du glide. En fait, il part avec 3 ans et demi et il prend juste 6 mois. Ah, c'est une bonne question. Déjà, je pense que j'espère que voilà, ils ne mettront pas la clé dans 3 ans, je pense pas. Après, je pense aussi que ça dépend de là d'où tu viens. Hein. C'est comme un dev qui a commencé, par exemple, à l'école 42, ils commencent tous à faire, par faire du C, en fait, parce que ça permet d'avoir cette logique à la base, etc. Et ça permet aussi d'avoir la méthodologie qui permet d'apprendre, d'aller chercher par toi-même et de pouvoir te débrouiller à apprendre des nouveaux langages. Donc, ils commencent par les langages un peu plus bas niveau pour derrière monter sur des langages qui sont un peu plus haut niveau. Donc j'ai envie de dire, dans le code, il existe un petit peu aussi cette hiérarchie entre des outils justement plutôt plus techniques de programmation visuelle ou des outils dans lesquels en réalité tu prends un Dalo, tu prends un Glide, en quelques minutes, en quelques heures, tu peux déjà avoir construit quelque chose. Donc c'est pas le même niveau de technicité. Donc en fait, plus tu vas être, je dirais, technique aussi dans un outil no-code, plus tu vas avoir la capacité derrière de switcher sur les autres outils no-code et vice versa. Je sais pas, je pense que Oui, du coup, c'était un peu plus côté client. Actuellement, nos clients, enfin vos clients, ils n'ont pas vraiment cette connaissance. Nous, on le sait, parce qu'en fait, on a déjà, voilà, par exemple, j'ai utilisé Power Apps, j'ai commencé à checker un petit peu Bubble, j'ai retrouvé des réflexes. Je dis, ah ok, ça va fonctionner comme ça. Mais est-ce que ce sera potentiellement évident, en tout cas mis en avant dans le futur proche pour les clients? Parce que malheureusement, on a quand même beaucoup d'outils actuellement qu'on n'est pas sûr que tous entre guillemets survivent. Il y en a 700, ça m'étonnerait que des 700 sur tout ça. Et donc, du coup, certes, il y a investir dans des géants qui font qu'on est un peu plus sûr qu'ils vont tenir. Dans 3 ans de web, normalement, on va toujours être là. Mais du coup, c'est un petit peu ça, l'aspect un petit peu, potentiellement, qui peut faire peur à des personnes qui sont installées en Agri Academy. C'est ok, j'ai fait 1 an et 3 mois sur Bubble. C'est plus à la mode ou c'est plus trop utilisé, mais en fait, non, je peux très bien reprendre du glide, etc. Est-ce que vous pensez que ça sera potentiellement plus reconnu chez les clients plus tard? Ou est-ce qu'il faut que ce soit Allegria qui le mette en avant grâce à l'académie, grâce au fait que, un petit peu comme des développeurs, je connais du C, donc je réussirai à m'en sortir en quelques années dans un autre langage? je pense que ça va se faire naturellement. Hein. Je sais pas ce que tu as dit. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, par exemple, dans mon cas, alors moi, en tant que Bubber, ouais,
Au départ, moi, j'avais commencé par essayer d'apprendre le code pendant le fameux confinement. Et très vite, ça a commencé à me donner clairement, même les fonctions, tout ça, c'était tellement abstrait pour moi. Je pense qu'en fait, on est capable en fait d'apprendre tout un tas de choses, mais c'est la manière dont on va être amené à apprendre ces choses-là qui vont changer la donne. Et moi, en fait, je pense tout simplement que, en fait, en ayant vraiment, en ayant poussé le truc sur Bubble, en fait, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre, en fait, de concrétiser ce qui, pour moi, avant, était vraiment abstrait. Donc maintenant, effectivement, si on parle de tableaux, de fonctions et tout, bah, ça me paraît beaucoup plus clair, ou d'API, ou de quoi que ce soit. Ouais, parce qu'en fait, ça m'a donné ces compétences-là. Et alors, il y avait aussi la base de données. Pour moi, en fait, même, d'une certaine manière, l'outil no-code, enfin Bubble, c'est presque quelque chose qui va me donner des premières marches si jamais je veux venir vers du code, juste pour peut-être élargir mes connaissances et tout ça. Voilà, ça me donne ça va, en fait, ça va être mes premières marches pour pouvoir y accéder avec l'esprit beaucoup plus clair, en sachant, en pouvant voilà, mettre des mots. Avant, c'était vraiment très abstrait pour moi. Là, maintenant, les choses se concrétisent beaucoup mieux. Je me dis, ah oui, mais c'est de ça qu'on me parlait à l'époque. En fait, c'était super simple, mais non, j'avais pas compris comme ça. Et voilà. Donc je pense que oui, c'est qu'il y a des compétences qui sont de toute façon transversales. Tu vois, même le simple fait d'avoir l'esprit ouvert à des outils. Ouais, voilà, ouais, voilà. L'algorithme, pouvoir découper les choses et tout. Tout ça, c'est des compétences pour moi qui sont transversales, qui ne sont pas juste inhérentes à Bubble. Donc si Bubble s'arrête, parce que clairement je ne souhaite pas. Oui, c'est juste qu'il faut plus, on va dire, mettre ça en avant lorsqu'il y a potentiellement des entretiens avec des clients, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura plus un aspect, je suis développeur, certes, sur une solution, et là, ce sera plus, je suis no-code développeur, et du coup, il y a une culture qui va se développer. Ouais, d'ailleurs, il y en a qui même passent sur du code derrière, c'est une bonne manière aussi pour initier au code, et tu peux te rendre compte effectivement très concrètement de tiens, qu'est-ce que c'est qu'une boucle, etc. Alors qu'au début, j'ai fait le chemin inverse, mais oui. Ouais, mais je pense que le chemin inverse, il fonctionne aussi. Hein. Enfin, quelque part, je pense que le chemin inverse, quand tu t'es mis dans du code et que. Ouais, voilà, et je pense qu'il est plus simple, effectivement. Mais je pense que c'est aussi une bonne manière. Hein. D'ailleurs, on commence à parler avec des écoles de dev, hein, justement, sur ces sujets-là, pour dire comment peut-être on pourrait réussir à initier les gens à ces concepts-là à travers des moyens qui peut-être sont beaucoup plus visuels, pour que derrière, s'ils ont envie de poursuivre et d'aller dans une technicité encore plus grande, ils puissent se lancer dans le code. Et du coup, je sais pas si j'ai essayé d'aller super vite sur ma On va essayer de répondre rapidement à ça. Mais je peux descendre un petit peu loin, mais je trouve ça un petit peu bizarre que toute la journée, on n'avait pas entendu parler. C'est tout simplement en fait que des précurseurs dans le domaine du low-code, no-code, ça reste quand même des jeux vidéo avec Unreal Engine, des systèmes de blueprint, avec Unity, etc. Et on peut voir maintenant que de la manière dont c'est utilisé, notamment avec les sites en .io, enfin .io et .com, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça permet de faire des vrais jeux vidéo en ligne où on a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont dans les mêmes lobbies, etc. Et je trouve ça un petit peu étrange. Je ne sais pas si vous avez une explication sur pourquoi le domaine du vidéo ludique, qui reste quand même précurseur sur beaucoup de domaines, du XUI, le low-code, no-code, en fait, n'est pas du tout utilisé ou réutilisé dans ses avantages dans des domaines un peu plus professionnels. Et, moi, les jeux vidéo, je ne connais pas trop. Par contre, pour moi, vraiment le précurseur du no-code, c'est Excel. C'est vraiment, en fait, et d'ailleurs, c'était même sa vision, je ne sais plus comment il s'appelle, mais sa vision, c'était de dire, je ne sais plus si c'était dans 10 ans ou 20 ans, il disait, il n'y aura plus de code, en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment d'apporter des couches de moins en moins abstraites à toute la machinerie qui est derrière et qui est codée. Et finalement, Excel, ça fait ça. Moi, finalement... Ils se sont quand même, je veux dire, totalement, ils ont totalement changé de truc. Ils ont commencé à lancer les macros avec Visual Basic. C'est devenu du full code. Hein, pendant oui, non, mais je veux dire, moi, par exemple, quand je me mets sur Google Sheet, moi, je vais parler de Google Sheet, quand je me mets sur Google Sheet, je connais rien au code, mais je mets un... Voilà, ouais, voilà, je vais pas appeler ça du code quand même, tu vois. Je mets un 8, je mets un truc, et je fais une formule, j'ai un résultat. C'est un petit peu du low-code, parce qu'en c'est du low-code, mais du coup, le problème, c'est qu'il y a eu un effet pervers, que ce soit côté Google Sheet ou côté Excel, c'est que Excel est parti dans les macros, et c'est devenu des trucs super monstrueux, et du coup, Excel est devenu une machine à tout faire, et plus personne ne peut se dire expert Excel, je trouve. Et, mais du coup, enfin, en tout cas, je trouve qu'ils étaient un petit peu plus en avance sur notamment le système de blueprint, je ne sais pas si c'est connu, mais c'est le système en fait on va créer des blocs en fait. On va avoir des événements qui vont appeler des blocs qui vont s'enchaîner avec des variables, etc. Et l'une des premières fois que moi j'ai vu ça, après je ne sais pas s'il y a eu encore ça bien avant dans
c'était vraiment le Unreal Engine que j'en sortais en système d'exécution, c'était vu comme quelque chose d'extraordinaire à l'époque. Et quand je vois ce qu'ils sont capables maintenant de faire sur des sites internet avec de nombreux utilisateurs, et on parle de jeux vidéo, donc des personnes qui ont 1 milliseconde, 1 milliseconde de lag, et ils sont pourtant 100, 124 sur un site internet. Ce qui, je trouve, est incroyable quand on parle de performance actuellement. Et voilà, c'est juste une petite remarque, je ne sais pas si vous avez peut-être ressenti un petit peu ça, etc. Mais on n'a pas du tout parlé dans la journée, je pense pas qu'on en parlera demain. Et pourtant, que ce soit en UX/UI ou en ce genre de choses, ou même, je pense, que les performances, ils ont dû faire face à des problématiques que nous, on a actuellement. Ils ont dû trouver les solutions, et pourtant, on n'en profite pas, je trouve. En fait, je crois que j'avais entendu parler justement le fondateur d'un outil no-code, je ne sais plus exactement le nom, il n'est pas hyper connu, qui s'était vraiment inspiré de ce modèle-là, donc ça commence à arriver aussi. Ouais. Il y a des choses hyper bonnes à tirer de tout ça, hein, très clairement. Et il n'y avait pas un atelier sur le gaming que j'ai raté en l'occurrence, mais vers 13h qui était comme ça à Je l'ai raté, mais du coup, j'ai essayé de retrouver la vidéo. Ouais, Je sais pas il si me c'est- semble. Une dernière question. Maintenant, le devis d'entrepreneur, là, il était à 50 000 euros. Là, avec le no-code, il est à combien de devis C'est une très bonne question. En fait, je pense que déjà l'avantage principal du no-code, c'est pas forcément le prix, c'est la vitesse. C'est-à-dire que là, les clients, ils ne viennent pas nous voir forcément parce que c'est moins cher, parce qu'on va être capable d'adresser un time to market beaucoup plus restreint grâce au no-code, puisqu'en fait, ça va aller plus vite. Alors après, c'est sûr que, in fine, si ça prend moins de temps, ça va aussi coûter moins cher. En pratique, nous, ce qu'on constate, en fait, c'est très difficile de répondre à ça, hein, parce que ça va vraiment dépendre des cas d'usage, et il y a même des cas d'usage où en fait, il est encore plus rapide et plus pertinent même d'aller avec du code. Donc dans ce cas-là, il faut aussi savoir faire les 5%, comme disait ce matin Emmanuel de Bubble, de code. Mais ouais, on arrive à réduire, on arrive à diviser par 2, par 3 finalement la facture. Après, moi, dans mon cas, je suis passé de 50 000 euros à 0. Oui. Moi, finalement, le seul prix que ça m'a coûté, c'est mon temps à moi personnel. Mais là où, par contre, ça devient aussi intéressant, si on veut faire la comparaison, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, je veux lancer un produit, si on me dit c'est 50 000 euros, je dis d'accord. Mais maintenant, moi, je pars du principe que je sais très bien que ma V1 sera pas elle devrait être modifiée. Donc, par contre, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui se passe si en fait je veux changer énormément de choses par rapport à ma V1 ? Là, si c'est encore 50 000 euros, ça y est, il ne me reste plus rien. Avec le no-code, si j'ai déjà une V1, la faire modifier, bah alors là, pour le coup, c'est assez rapide. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Mais alors juste, parce que ça me rappelle justement quelque chose, un projet qu'on a fait au tout début, où justement, c'était un site e-commerce, voilà, mandaté par un grand compte, ils n'avaient que des devis justement autour de 50 000, 80 000 euros, etc. Nous, on leur a fait un devis en fait à 5 000 euros. Et en fait, on a développé ça en 6 heures sur Shopify et le truc il est sorti et il est en prod aujourd'hui. Et en fait, on a mis 5 000 euros parce que sinon il n'était pas crédible. Ça. Donc, je pense que dans certains cas, en fait, tu peux même réduire par 10, par 20 les coûts, mais ça va vraiment dépendre des usagers. Merci beaucoup. Merci.